toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, la une des journaux. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dimon. Bonjour à vous, chers amis internautes. À la une de l'actualité ce matin, on peut retenir essentiellement les différentes activités menées et effectuées par la Fondation Commune Talon en vue des couches les plus défavorables, les plus démunies. Nous avons également la une des journaux, cette affaire de 4 milliards 500 millions de francs CFA à la CNSS et la BIBE, entre la CNSS et la BIBE. Et pour finir, nous avons les retombées du 7e sommet de la francophonie. Dans le débat, nous parlerons de la qualité des formations dans les universités privées et publiques, donc avec la fermeture de quelques universités bientôt au Bénin. Carles Tomé, vous êtes installé pour nous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. Bientôt, les Béninois pourront avoir facilement leur titre foncier. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Et en complément des informations de ce bulletin, Laurent Gbagbo pourrait espérer sa libération pour très bientôt. Troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Les écureuils du Bénin affrontent les Fennecs de l'Algérie ce soir même au stade Mustapha Tcheker de Blida, ville dans laquelle le roi Béhanzin a séjourné en résidence surveillée lors de son exil avant sa mort le 10 décembre. Je me demande bien pourquoi le reporter sportif s'est senti obligé de préciser tout cela. Nous y reviendrons donc dans les sports, l'horoscope du jour. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous commençons par la presse du jour qui titre ce matin en manchette: polémique autour des 4,5 milliards de la CNSS. Les fonds demeurent bel et bien en sécurité à la BIBE, rassure le confrère ce matin en manchette. Nous passons au quotidien Le Soleil Bénin Info. Polémique autour de la souscription au capital de la BIBE. Toute la vérité sur ce dossier dans les colonnes du journal à la page 3 de sa parution du jour. À quelques mois des prochaines joutes électorales, l'agenda secret du président Patrice Talon est à découvrir à la page 5 de la parution du jour du quotidien Le Soleil Bénin Info, qui vous propose également de suivre réforme à l'ère de la rupture. Pourquoi Talon doit descendre maintenant sur le terrain pour s'expliquer. Le challenge, bonne position du Bénin sur l'échiquier international après le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Voici Doing Business, Bénin, 151e en 2018, 155e en 2017. Toujours avec le quotidien Le Challenge, réseau des ministres en charge de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, porté à la tête le Bénin honoré. Nous passons au quotidien Libération qui libère ce matin en manchette préparatif de la prochaine rentrée universitaire. Les étudiants applaudissent les mesures sociales du gouvernement du président Patrice Talon. Supposé flou autour des 4,5 milliards de francs CFA à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les explications qui mettent fin à la veine polémique sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Libération. Le nouvel observateur: le pouvoir judiciaire en naufrage, il est temps de sortir les bouées de sauvetage. La lettre ouverte de Malik Chabihiro au barreau béninois est à découvrir à la page 5 de la parution du jour du quotidien Le Nouvel Observateur. Et puis, toujours avec le quotidien Le Nouvel Observateur, sujet du secteur judiciaire, organisation et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les juges et procureurs face à une opération de sauvetage de leur réputation. Le Soleil Bénin Info: cette usine autorisée par le gouvernement à s'installer. Talon, monsieur emploi, met le paquet. Nous passons au quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui titre ce matin en manchette: octroi d'agrément aux universités privées au Bénin. ESAE en pôle position, la référence pour une éducation de qualité. Toujours avec L'Informateur, prochaines élections législatives, le Canard constate que les politiciens s'embrouillent. Nous passons au quotidien La Nouvelle Génération, rencontre de haut niveau des institutions financières à Bali. Le ministre Wadaï honore l'UMOA, rentrée universitaire 2018-2019 et réforme initiée. Étudiants, parents d'étudiants jubilent et prient pour le président Patrice Talon et son gouvernement, rapporte La Nouvelle Génération ce matin en manchette. Nous passons au quotidien Les Pharaons, réforme dans l'enseignement supérieur. Une batterie de mesures au profit des étudiants des universités publiques, note Le Canard. Nous restons avec le quotidien Les Pharaons, agriculture, réflexion de 7419 km pour booster le rendement de la prochaine campagne
agricole. Matin libre, affaire 4 milliards 500 millions de francs CFA sans trace à la Banque internationale du Bénin. La version de la CNSS est à découvrir à la page 2 de la parution du jour du Canard. Et toujours avec le quotidien Matin libre, 29e convention nationale de la JCI Bénin à Natitengu, Move Bénin, sponsor de l'événement. Nous passons au quotidien Les 4 vérités. Pile de réformes prises pour la rentrée universitaire 2018-2019. Satisfait, étudiants et parents saluent les mesures sociales du gouvernement du président Patrice Talon. Nous restons avec les 4 vérités. Protection de l'environnement, le Canard vous propose dans les colonnes de sa parution du jour la liste des distributeurs de sachets biodégradables au Bénin. Il s'agit des sachets biodégradables 100% végétal de marque LS. Le matinal rachat des actions de la BIBE par la CNSS et l'État. Ce qu'il faut savoir sur les 4,5 milliards sont à découvrir à la page 11 de la parution du jour du défi d'une génération. Nous restons avec le même Canard. Doing Business, le Bénin avance de 4 places. Nous passons au quotidien L'actualité. L'actualité qui titre ce jour autorisation de délivrance gratuite d'actes de naissance à 2 500 000 citoyens béninois. Talon, un chantre des actions sociales à impact réel. Nous passons au quotidien La priorité, réforme dans les universités nationales quand les étudiants crient le gouvernement entend. Toujours avec le quotidien La priorité, entrée en vigueur imminente du nouveau code foncier et domanial dans les communes. Luc Setondi-Atropo et le ministre Gaston Dossoui posent l'ultime acte. Le meilleur réseau des ministres de l'économie numérique de l'Afrique francophone, le Bénin prend la présidence avec Aurélie Soulé-Zoumarou. Autorisation de transfert des étudiants en odontomatologie de la FSS UAC à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une mesure qui sauve la preuve que l'État est une continuité. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré, pétard mouillé des 4 milliards 500 millions de francs CFA de la CNSS à la BIBE. Les preuves qui montrent que le SINAS de Gilbert Bocor débloque. Nous restons avec le Canard Le Béninois libéré, match Algérie-Bénin. Orza de Meki et Mathurin de Chacus commande l'assaut. Tado Info, participation du Bénin aux travaux du 17e sommet de la francophonie à Erevan en Arménie. La diplomatie offensive menée par le tandem Talon-Benossi a marqué les esprits. Sous l'égide de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, et du ministère de l'Agriculture, le Forum national sur le foncier dans les communes se tient depuis hier. Le routier, notation du Bénin par l'ONG Doing Business, 4 pas de géant sur l'échec du développement. Et nous finissons ce matin avec l'autre vision. Œuvre sociale au titre de l'année académique 2018-2019, 10 milliards de francs CFA pour satisfaire les étudiants allocataires, désormais de la célérité dans la gestion des allocations universitaires. Et puis célébration des 85 ans d'Air France sous le signe de l'innovation. La délégation de Cotonou met en valeur ses équipes et sa capacité. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous informatif. Délivrant des titres fonciers au Bénin, le hockey de Patrice Talon sort beaucoup de Béninois de la précarité. Le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF, Victorin Koublenou, a donné un point de presse hier pour en préciser les tenants et les aboutissants. Après la prise en Conseil des ministres mercredi dernier de l'arrêté sur les conditions de délivrance des titres fonciers, plusieurs Béninois détenteurs de titres fonciers précaires pourraient faire valoir des titres fonciers et présenter au besoin les meilleures garanties auprès des institutions bancaires. Ceci grâce à la diligence du ministre des Finances Romuald Wadagne et du chef de l'État. La liste des 9 établissements privés d'enseignement supérieur ayant reçu avis favorable pour l'agrément de l'État béninois est connue. Et sur cette liste, toutes les filières ne sont pas homologuées. Plusieurs universités privées verront ainsi partir une partie des étudiants en formation dans leurs institutions de peur d'obtenir des diplômes qui ne seront pas valables. Certaines universités sont interdites d'ouvrir la première année, une interdiction qui déclenche le processus de fermeture. C'est le sort réservé aux universités qui ne se sont pas soumis aux normes prescrites par le Bénin depuis 2 années scolaires dans le but de redorer le blason de l'enseignement des diplômes béninois. Suivez le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur à ce sujet.
Je pourrais déjà dire que l'envol est fait, la vitesse de croisière est atteinte avec les réformes dans les structures privées d'enseignement supérieur et les instructions telles qu'elles arrivent de la part de l'autorité, de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, prouvent que cette année, ce serait en même temps que l'année des structures privées d'enseignement supérieur, ce serait aussi l'année des réformes pour les structures publiques d'enseignement supérieur. Donc, Madame l'avait annoncé il y a quelque temps que nous commencerons quelque part, mais nous allons généraliser pour que l'enseignement supérieur au Bénin puisse redorer son blason. Donc c'est déjà le premier résultat que je retiens, que maintenant tout le monde est rentré dans la danse, en plus des réformes que nous avions déjà amorcées ou réalisées au niveau du public. Cette année, c'est fondamentalement pour ça. Deuxième chose, je voudrais dire que pour les structures privées d'enseignement supérieur, nous sommes pratiquement au sommet des réformes et nous pourrions déjà commencer par faire nos valises pour voir comment est-ce que nous descendons et la boucle sera bouclée, le reste serait sur les rails et nous pourrions travailler. Je le dis parce que l'année dernière, nous avons organisé la première édition des examens nationaux et une parenthèse a été créée pour amener les établissements pour une première fois dans l'histoire du Bénin vers l'homologation. Nous sommes à partir de cette semaine, nous sommes dans la phase critique, dans la semaine décisive de la publication provisoire de la liste des établissements ainsi que des filières agréées au niveau des EPS. Vous voyez donc que le niveau critique est atteint dans ces réformes-là. Nous avons réussi depuis 1997 où les premiers établissements ont été autorisés jusqu'à maintenant. Il a fallu le gouvernement de Talon, il a fallu Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Atanasso, pour que le Bénin entier, avec toutes les personnes de bonne volonté, toutes les institutions, porte ce projet pour qu'on arrive pour la première fois à l'étape d'agrément. C'est à saluer. Les critères qui ont été retenus par les institutions, par les organes en charge de ce travail sont des critères que je comprends, que je partage. J'ai suivi encore la presse ce matin où les amis de la presse évoquaient un certain nombre de critères. Ils disent que c'est le minimum qu'on pouvait encore exiger d'un établissement privé d'enseignement supérieur qui postule à l'agrément, qui n'est pas un régime d'ouverture mince, qui est un régime d'ouverture de grande importance, parce que l'irréversibilité a commencé à partir de ce moment-là. Il ne reste qu'une dernière étape, l'homologation, où les établissements privés pourraient être complètement autonomes dans la délivrance des titres nationaux et des diplômes. Donc ça va être l'année prochaine. La seconde session du séminaire d'initiation technique rédactionnelle d'un article et à l'écriture journalistique de l'année organisé par le groupe de presse JIP Sport a connu son épilogue ce mercredi. En marge de la cérémonie de remise d'attestation, les apprenants ont été entretenus sur le rôle ainsi que la responsabilité sociale du journaliste. Suivons Fidèle Akododia, rédacteur en chef de Ado FM, Ado TV, et Abdelkader Achirou, journaliste reporter d'Images Awezawe TV. Il faut se cultiver au jour le jour. J'ai l'habitude de dire à mes amis que pour être journaliste, il faut s'informer. Si vous ne vous informez pas, vous ne pouvez pas informer les autres. C'est capital. Donc, il faut s'informer pour informer. Et le journaliste doit avoir une culture, un bagage intellectuel au-delà du réel, entre griffes, sinon plus que les autres. Donc, si vous avez choisi cette profession, elle est large. Quand on dit elle est large, ça veut dire quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, on part du général pour aboutir aux spécialités, aux spécifiques. Et quand on parle du journaliste, si vous êtes dans une maison et on sait que vous êtes journaliste, vous n'avez pas la paix. N'importe quelle situation, on veut cogner à votre porte pour demander à grand frère ou bien grand soeur, on a appris telle chose. Est-ce vrai? Même si ce n'est pas de votre domaine, vous avez obligation de répondre. Parce qu'on sait que vous êtes la personne à même
de donner une réponse fiable d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour vous dire que c'est une très grande responsabilité. Et ce n'est pas pour rien que dans la nomenclature des institutions, nous sommes le quatrième pouvoir, même si on ne les laisse pas de façon formelle. D'accord? D'autres vous diront que nous sommes le premier pouvoir. Parce que sans nous, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de communication. Une fois que vous avez déjà passé 24 heures à vouloir apprendre, on vous considère déjà comme journaliste. Donc vous devez vous comporter comme des journalistes. Maintenant, dans l'évolution, vous pouvez dévier et devenir communicateur. Personne ne vous empêche d'être communicateur. Si c'est la voie que vous avez choisie, pourquoi pas. Mais si vous avez choisi d'être journaliste, vous savez qu'il y a des règles à respecter. Tout à l'heure, le grand frère a parlé des règles qui régissent un peu la profession. Il a parlé d'éthique, il a parlé de déontologie. Il faut aussi ajouter qu'il y a aussi ce qui est assez capital, c'est-à-dire les règles élémentaires et fondamentales du journalisme. Quand vous êtes journaliste, quand on me demande de faire un papier, c'est-à-dire qu'on rendu un reportage, cela répond à quoi? Quand on me demande de faire un filet, une brève, cela répond à quoi? Quand on me demande par exemple de faire une animation, cela répond à quoi? Maintenant, au-delà de cela également, en tant que journaliste, de savoir, est-ce que, en tant que moi, journaliste, personne X, est-ce que je suis habilité par exemple à faire un compte rendu? Est-ce que je peux faire le sport, je peux faire le match? Est-ce que je peux peut-être dire qu'en ma personne, je peux animer un débat? Est-ce que je peux dire que je peux faire une émission? Est-ce que je peux dire que je vais peut-être présenter un journal? Est-ce que, avec mes compétences, mes qualités, est-ce que je peux faire la radio? Est-ce que je peux faire la télé? Il faut qu'au niveau de chacun puisse faire ce travail-là d'abord et savoir véritablement où il va. Parce que ce qui a pour la plupart du temps gêné certains de nos aînés, quand moi j'ai fait mon constat, mon analyse, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui n'ont pas su véritablement où ils allaient. Il y en a qui sont restés tout le temps dans des entrailles de subjectivité et donc n'ont pas pu très tôt retrouver leur vie, leur couloir en fait. Parce que quand vous êtes journaliste, si vous voulez être journaliste sportif, vous êtes journaliste sportif, mais vous vous cultivez dans ce domaine du sport et au-delà de cela également, vous devez être à la quête permanente et perpétuelle de la bonne information sportive. À telle enseigne que vous devez être ce journaliste-là qui, quand on parle de sport, on ne peut pas organiser sport sans vous appeler. C'est comme JP Sport, on ne peut pas parler de sport, on ne peut pas parler de journaliste sportif sans quand même inviter quelques responsables de cet organe. Ça veut dire qu'il a travaillé pour y arriver. Pour travailler pour y arriver, cela vient à travers la méthode qu'il faut s'imposer. Et pour s'imposer, ce n'est qu'à travers vos compétences, qu'à travers vos qualités. Au terme de la cérémonie, le major de la promotion Aquavi, Peggy Koyi, et le formateur René-José Sagbo ont livré leurs impressions au bout des 3 semaines de cours. C'est vrai que je n'ai pas commencé la presse ici, mais c'était un plaisir pour moi de venir continuer ma formation dans ce cadre parce que j'ai beaucoup appris. En plus de ce que j'avais déjà, j'ai beaucoup appris. En quelques mots, je pourrais dire que grâce à JP Sport, j'ai eu plus de conseils des aînés, voilà, un peu plus d'appréhension sur ce qui se passe sur le terrain parce que selon ce qu'ils nous ont dit, à la théorie c'est autrement, dans la formation c'est autrement, mais sur le terrain nous aurons à affronter certaines difficultés, mais il faut que nous soyons toujours humbles et il faut que nous nous cultivons et à chaque fois se perfectionner en écrivant beaucoup. Donc pour moi, je vais essayer de continuer à beaucoup écrire, même si je ne dois pas paraître, essayer toujours d'écrire pour qu'on puisse me corriger et avoir un bon niveau. Je peux sans me tromper affirmer qu'on a eu au cours de cette session des apprenants qui ont le niveau largement bon et j'ai espoir que sur le terrain, ils vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes à partir des connaissances de base qu'ils ont eues et pouvoir vaillamment défendre la profession. C'est vrai, ça ne s'annonce pas facile, mais ils sont assez outillés. Nous avons eu beaucoup de professionnels des médias qui ont donné beaucoup de conseils et je pense qu'il faut simplement demander aux devanciers qui sont dans la profession de leur tendre la main, de les aider à pouvoir accomplir ce métier noble et leur permettre de pouvoir évoluer et apporter ce qu'on leur demande pour le développement du sport, de la culture
société, politique, etc., selon le choix qu'ils auraient fait. C'est vrai qu'au niveau de JIP Sport, c'est 100% sport. Nous avons eu la formation générale et des modules de spécialisation. Il leur revient ou de choisir de continuer avec le sport, ce qui serait une bonne chose, c'est un vœu. Mais pour ceux qui voudraient continuer, si c'est leur choix, si leur don, leur vie les amène ailleurs, je pense que ça serait une bonne chose. Notre objectif, c'était de leur apporter ce qu'il faut pour se défendre pour le terrain et nous leur souhaitons tous une bonne chance pour la suite de leur carrière. Il faut simplement dire que cette année est un peu spéciale parce que nous avons au niveau de la rédaction, certainement avec le talent, ce qui n'est que le reflet de ce qu'on fait au cours des formations, certains qui sont amenés à aller défendre les couleurs d'autres organes et on s'est rendu compte quand même qu'il avait de moins en moins, c'est pas qu'ils sont partis, mais ils vont travailler ailleurs pour se faire la main, se perfectionner et apporter leur savoir-faire. Et pour nous, au vu des objectifs en vue, vous savez, il a le démarrage des compétitions statutaires au niveau du sport roi, le football, à partir du 27 octobre. Et JIP Sport est sur tous les sports, donc sera sur le football. Et on s'est dit, il va falloir faire quelque chose pour renforcer la rédaction, même si tout le monde ne voudrait pas continuer à JIP Sport, on pourrait les solliciter parce que c'est des valeurs sûres avec les anciens qui sont là. On pourrait les solliciter pour nous venir en renfort. Et là, voilà un peu les objectifs qu'on vise. Au Burkina Faso, des centaines de femmes ont marché hier jeudi 11 octobre pour soutenir les forces de défense et de sécurité FDS. La marche s'est déroulée dans les rues de la capitale Ouagadougou en présence de la première dame Sika Kaboré. Sur les pancartes, on pouvait lire « Non au terrorisme, soutien aux forces de défense et de sécurité ». Nous déplorons la mort de nos FDS, mais nous voulons également leur exprimer notre reconnaissance pour le travail de sécurité et de surveillance de notre patrie qu'ils effectuent, a déclaré Mme Kaboré. Au Nigeria, un condamné à mort centenaire demande pardon. Une campagne réclame la libération de Célestine Egumbouché, le plus vieux prisonnier du Nigeria. Il a 100 ans. Et il a déjà passé 18 ans en prison après avoir été reconnu coupable d'avoir commandité un meurtre avec son fils Paul Egbonouché, âgé de 41 ans, qui se trouve lui aussi en prison. Ils ont été accusés d'avoir recruté des hommes de main dans le but de kidnapper et de tuer un homme. L'affaire concernait un prétendu conflit foncier. Le père et le fils ont été condamnés à mort en 2004, mais Paul continue de clamer son innocence. Il n'a pas été possible de contacter la famille de la victime. Bonne nouvelle pour Laurent Gbagbo. Kuno Tafusseur, le juge chargé de son procès, pense qu'il a déjà passé assez de temps en prison. C'est peut-être le bout du tunnel pour l'ancien président ivoirien. Le juge Kuno Tafusseur a déclaré à la presse qu'il avait déjà passé 6 ans en prison, une peine suffisante selon lui. J'estime que 6 ans de détention préventive, c'est suffisant. Mais je promets aux Ivoiriens que les juges feront leur travail sans parti pris. Nous allons évaluer les preuves et décider en toute objectivité. C'est vrai que ce n'est pas facile de prendre une décision unanime à 3. Nous sommes 3 juges qui venons de des systèmes juridiques différents. Mais il nous appartient d'évaluer les charges, la véracité des preuves, a déclaré le juge. Signalons que le procès de Laurent Gbagbo a été reporté au 12 novembre prochain à la demande de ses avocats. Ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Rezawe TV. La grande édition du journal sera présentée à 19 h. Ce sera signé Anifat Boukari. Le débat, comme je l'annonçais, nous parlons donc de la qualité des formations dans les universités privées et publiques. Le débat sur Free Matin, nous sommes vendredi, nous parlons donc des universités privées et publiques et la qualité des formations donc dans ces universités, parce que de plus en plus on a quand même l'impression que l'enseignement supérieur est en train de prendre un coup dans notre pays, le Bénin. Merci pour le sujet qui est d'actualité d'ailleurs. Il faut noter que depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, il y a eu une révolution dans ce secteur
privé des enseignements supérieurs au Bénin. Il y a eu l'annonce qui a suscité beaucoup d'émoi dans le rang de certaines épaisses, et la considération dans d'autres, et peut-être la joie au niveau de certains, cette affaire d'examens nationaux. Et aujourd'hui, on a pu constater que d'une liste qui était rendue publique de 73 établissements privés d'enseignement supérieur, nous sommes passés après à environ une cinquantaine, et aujourd'hui, nous sommes à peine 19 ou 20 qui sont véritablement en accord ou bien conformes aux différentes exigences de l'État béninois, les normes, les conditions qui ont été imposées pour qu'ils puissent avoir l'agrément. Il faut noter que par le passé, on a noté une expansion dans la création des universités privées au Bénin, à telle enseigne qu'on se demandait s'il s'agissait véritablement des lieux de savoir ou des boutiques qui ont été ouvertes, ne serait-ce que pour recruter des apprenants dans la dynamique de vouloir peut-être se faire un peu d'argent, parce qu'on aurait appris que désormais c'est cela qui marche dans le pays. Et donc l'État béninois a rendu public cette semaine la liste, pas des établissements privés d'enseignement supérieur qui sont ceux qui peut-être font bien le commerce, non, mais ceux qui arrivent à offrir un cadre décent aux apprenants, ceux qui arrivent à offrir aux apprenants une meilleure formation de meilleure qualité. Et je pense que ceux-là aujourd'hui sont les partenaires du gouvernement en ce qui concerne, ils accompagnent le gouvernement dans l'éducation des étudiants en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Par rapport au fond de ce que vous avez dit tout à l'heure en ce qui concerne la qualité des enseignements, je pense que ça pose un véritable problème. La dernière fois, j'étais avec un directeur d'entreprise qui me disait qu'il lui arrive parfois qu'il arrive à avoir des stagiaires qui ont le master et que quand ils arrivent à rédiger une note de service, il arrive à corriger à 3 reprises cette note de service. Comment se fait-il que quelqu'un qui a été formé, qui a de surcroît un bac plus 5, soit incapable de rédiger une note de service et qui a encore des fautes de syntaxe dans ce qu'il a écrit lui-même? Supposons même que ça a été rédigé par une autre personne. Du moment où il a pris connaissance de ce test, il doit pouvoir corriger ces fautes-là. Donc, il y a un véritable problème qui se pose. Et ce problème, c'est quoi? Ça part déjà de la qualité des enseignants d'abord, de la qualité, du sérieux dans lequel, l'école dans laquelle il a fait d'études, le sérieux qui a été mis, comment ça a été fait. Parce qu'il faut noter, comme je le disais, que ces écoles, dans cette dynamique de vouloir avoir beaucoup d'apprenants, ne veulent pas, étant soit peu, mettre en œuvre des mesures coercitives visant à sanctionner l'apprenant quand il est en faute ou bien quand il fait des choses qui ne sont pas du tout commodes ou bien qui ne sont pas en phase avec l'éthique, une éthique donnée. Et donc, dans ce cas de figure, on voit des écoles où on vous dit, ici c'est permis, tout est permis ici, et l'apprenant vient au cours quand il veut, il vient au devoir quand il veut, et on va jusqu'à dire par le passé que dans une université privée, tant que vous payez, vous ne devez pas redoubler. Et je pense que des universités privées ont fait la preuve en le prouvant que ce n'est pas votre argent qui vous garantit déjà le passage en année supérieure, mais vos compétences et votre aptitude à vouloir montrer que vous êtes véritablement dans cette école pour faire des études. Et donc aujourd'hui, cela déjà fait, nous attendons la prochaine phase qui est la phase d'homologation. Il est dit déjà, le bruit a dit déjà que ce sera encore apurer la liste également, ou bien il y aura encore d'autres qui vont s'ajouter s'il y en a qui arrivent à se conformer avec le temps. Mais cela va dans la dynamique de ce que nous aurons des cadres bien formés et de bons cadres. Il ne s'agira plus demain de voir un cadre qui est formé avec un bac plus 5, peut-être même en journalisme, qui a un bac plus 5 en journalisme et qui soit incapable par exemple de rédiger une brève. C'est un véritable problème. S'il sera incapable de donner un titre à un test qu'on a déjà rédigé, c'est véritablement un problème. Parce que dans notre système francophone, nous sommes habitués à recruter les gens sur la base de ce qu'ils ont comme diplôme. Et quand quelqu'un a un diplôme de bac plus 5, comme l'a dit le directeur général, et qu'il est incapable de faire une note de service, nous ne serons pas là à crier tout le temps que des jeunes sont au chômage, mais disons que des jeunes sont au chômage parce que le système est malade et qu'il y a eu à générer des mal formés, ce qui, devant la scène, n'amène pas un temps soit peu certains promoteurs, certains directeurs à pouvoir embaucher ces jeunes-là parce qu'ils se disent, voilà, je l'embauche, il a le diplôme, mais sur le plan opérationnel, il n'est pas dynamique, il n'est pas assez convaincant. Alors, si le système est malade, comme le dit Kader Achirou, est-ce qu'il ne fallait pas quand même retourner à la base? Parce qu'à l'université, avant d'être à l'université, on fait évidemment le cours primaire, le cours secondaire, avant de se retrouver après à l'université. Donc c'est tout un système finalement. Oui, mais en la matière, je dirais que le président Talon est un véritable révolutionnaire. Parce que depuis qu'il y avait déjà l'école nouvelle, depuis que moi j'étais tout petit, j'entendais les parents dire que le niveau de l'enseignement au Bénin baissait. Nous sommes passés après au nouveau programme
apprentissage approche par compétence, je crois. Et on a dit qu'on avait encore déclaré que le niveau avait baissé une fois encore. Et ce qui fait que ce qu'on peut déplorer aujourd'hui au niveau des universités, c'est quand même le fruit de tout un cursus. Pas seulement ce qui se passe au niveau des universités, mais le président Patrice Talon, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a quand même pris ce problème à bras le corps. Il a fait installer un conseil de l'éducation, je crois bien, qui essaie de proposer des réformes. Et voilà qu'au titre de ces réformes, aujourd'hui, il y a plusieurs universités qui ont été recalées parce qu'elles n'ont pas été en mesure de se conformer aux normes qui ont été fixées par l'État béninois. Et nous devons saluer la décision parce que c'est vrai que beaucoup d'étrangers viennent étudier, francophones viennent étudier au Bénin, mais si les diplômes commencent à souffrir d'une question de validité, ce n'est plus sérieux. Et donc, c'est quand même une démarche pour valoriser les diplômes reçus au Bénin et pour être plus exigeant avec ces promoteurs d'établissements d'enseignement supérieur, dans la mesure où le directeur de l'EPES l'a dit que ce n'est pas un sésame, ce tarif favorable pour l'agrément, mais ils seront tous surveillés pour qu'ils améliorent la qualité de leurs prestations, pour que les formations soient vraiment des formations de pointe. Et je pense, je suis convaincu qu'à l'avenir, le chef de l'État, avec son gouvernement, prendra également les décisions pour que de pareilles réformes s'opèrent au niveau de l'enseignement primaire, secondaire. Je crois que ça a déjà un peu eu lieu parce qu'il y a eu des directeurs qui ont été révoqués parce qu'ils ont eu 0% de succès au CEPE. Il y a des collèges qui ont eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas présenté à temps, ils ont retenu les dossiers des candidats parce qu'ils n'avaient pas payé tel frais. Mais je crois que le ménage est en train d'être fait et qu'en étant plus exigeant avec les établissements, ça pourra s'arranger. Peut-être que les salaires aussi seront revus quelque part parce qu'il y a des enseignants du primaire qui sont dans le privé qui gagnent en fait des misères. Et en gagnant cela, ce n'est pas sûr qu'ils puissent donner ce qu'il faut. Donc, c'est une réforme qui est saluée au niveau du supérieur, mais on souhaiterait qu'elle se décline au niveau du secondaire, au niveau des lycées, au niveau du primaire, pour que demain, le cadre béninois ait encore la valeur qu'il avait eue par le passé. Alors, on a lu tous la dernière décision des EPES par rapport aux EPES, évidemment. Il y a certaines universités qui vont devoir fermer leurs portes. On se demande bien comment ça va se passer tout ça. Non, je crois que c'est très simple. Vous n'êtes pas conforme aux exigences. Les étudiants étaient déjà inscrits dans ces universités-là. Je crois que... Non, mais la formule a été toute trouvée. Les seules universités n'ouvrent pas la première année cette année. Ça veut dire que ceux qui sont déjà là et qui ont démarré le cursus pourront continuer. Mais il n'y aura pas de nouveau recrutement. Et après, il n'y aura plus de deuxième année. Donc, ceux qui sont en troisième année auront à finir à partir. Cette université... Donc, les universités là ne sont pas obligées de faire parce qu'en temps, elles peuvent toujours se conformer. Justement. Je crois que par rapport à la liste qui a été rendue publique, il s'agit de 3 catégories. La première catégorie, ce sont des universités, elles sont 19, qui sont totalement en règle. Il n'y a rien qui leur sont reprochés. Il y a une seconde catégorie d'universités où elles sont interdites d'ouvrir la première année cette année. Si l'année prochaine, elles ne sont pas encore conformes, elles n'ouvriront pas la deuxième année. La troisième année, elles vont disparaître. Au niveau de la troisième liste, ce sont des universités, elles sont au nombre de 4 ou 5 qui sont appelées à fermer leurs portes purement et simplement. Donc, ni la première année, ni la deuxième année, ni la troisième année ne doivent être ouverts, ne doivent s'ouvrir dans ces universités. Le véritable problème, c'est quoi? C'est que pendant longtemps, il y a eu comme un certain bafouement de l'autorité de l'État parce que la pagaille qui s'était instaurée en règle par le passé dans ce secteur a donné une sorte d'autoritarisme à certains promoteurs qui pensaient qu'ils étaient au-dessus de la loi. Aujourd'hui, nous avons un régime qui veut faire restaurer l'état de droit et qui veut faire comprendre aux uns et aux autres que la démocratie, certes, on peut être libre de faire peut-être ou d'exercer certaines fonctions, mais cela doit être régi par certaines règles. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi nous assistons. Ce n'est pas que nous sommes heureux du fait que ces universités sont fermées, non, mais je pense que elles mèneront très rapidement les démarches pour qu'elles soient à nouveau ouvertes. Elles sont obligées aujourd'hui de se conformer aux exigences et aux critères, conditions qui sont exigées par la Direction générale de l'enseignement supérieur pour véritablement revoir encore leurs apprenants, pour ne pas que les investissements qui ont été faits soient des investissements vains et puérils et stériles. Pour revenir à ce que Kales Kitome disait tout à l'heure, vous savez, le président Patrice Talon est un fin stratège. Depuis son avènement, vous allez voir qu'il y a eu des réformes au niveau de l'enseignement maternel et primaire, des réformes au niveau de l'enseignement secondaire, et aujourd'hui, ces réformes-là sont plus dures au niveau de l'enseignement supérieur. Parce qu'au niveau de l'enseignement maternel, vous avez vu désormais on dit qu'il y a des enseignants qui ont passé des tests. C'est que votre enfant, Madame Ndiwan, qui sera dans une école demain, a la chance de ne plus être formé par quelqu'un qui a eu le bac
et que, parce qu'il n'a pas encore trouvé quelque chose à faire, se retrouve devant les apprenants pour dire « je les enseigne quelque chose ». Il sera quelqu'un qui passera un test et qu'on va vérifier ses compétences, on verra aussi est-ce qu'il a la capacité, les aptitudes de rester devant les enfants, et c'est tout un test qui est fait. Ce ne sera pas un enseignant qui sera devant aux enfants et parce qu'il est venu de mauvaise humeur, va se mettre à battre les enfants dans les classes. Non, il sera plus question de cela. Et je pense que cela, c'est à l'attitude du régime en place. On ne peut pas être d'accord parce que ça gêne les intérêts. On ne peut pas être d'accord parce que ça bouscule des habitudes, mais il faut être d'accord qu'il est temps aujourd'hui que nous pouvons changer profondément ce système aujourd'hui. Au niveau de l'enseignement secondaire également, je pense que les réformes concernant les écoles privées rentreront également dans le secteur de l'enseignement secondaire privé parce que nous avons constaté aussi une sorte de pagaille aussi dans ce secteur où tout le monde se lève aujourd'hui, crée une école. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une volonté d'accompagner le gouvernement dans sa mission, mais une volonté de se faire de l'argent coûte que coûte. Et quand ça devient une volonté de se faire de l'argent coûte que coûte, il y a des choses qui sont bannies, qui sont banalisées. C'est-à-dire l'apprenant a le droit de venir quand il veut, il vient au cours quand il veut. Les excuses sont acceptables parce qu'on estime qu'il a payé peut-être 500 000, alors que dans le privé c'est à peine 20 ou 30 000. Donc on estime que comme il a payé beaucoup, il ne peut pas perdre. Et donc il y a une certaine différence de choses en ce qui concerne. Je dis une inéquité s'installe et s'instaure. Dans ce cas de figure, il faut que l'équité revienne pour qu'on se dise que je sois formé dans le public, que je sois formé dans le privé, certes, dans le privé, j'aurai encore de meilleures conditions, mais que je n'ai pas de conditions faciles, mais que j'ai une formation de qualité. Pendant longtemps, le secteur privé a été le secteur qui forme les bons apprenants, les bons étudiants. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est que les pauvres qui sont encore dans les écoles publiques, qui subissent les grèves, qui traversent les grèves, sont ceux qui, demain, reviennent encore en première tête lors des examens nationaux, lors des examens qui sont effectués par l'État. Donc, je pense que ces réformes sont porteuses d'avenir et d'espérance et permettront à tout un chacun de nous, quand nous allons sortir demain, d'être à nouveau reconsidérés comme quartier d'Afrique, mais d'être à nouveau considérés comme de vrais intellectuels. Et que désormais, quand Nadège Diwan aura son entreprise et voudra recruter quelqu'un qui a une licence ou un master, elle ne doutera plus de ses compétences, de ses qualités, de ses aptitudes, mais elle saura qu'il a été bien formé, il a suivi un cursus et donc cela va de soi. Je vais finir pour rappeler à Kades Kitome, le baccalauréat que Kades Kitome a eu. À l'époque, quand on avait ce baccalauréat, je pense qu'il y avait un niveau de langue qu'on a eu. Aujourd'hui, allez un peu dans les universités où il y a les premières années, parlez un peu français. Je pense qu'ils sont au nombre de quelques-uns, bien qu'ils parlent français à la maison, de pouvoir parler 5 minutes. Au fil des années, même avant, vous allez alors voir que par le passé, le CEP simplement. Voilà. Alors que de par bac. le passé, avec les anciens, ils ne parlaient pas français à la maison, eux. Eux, ils parlaient fond. Ils parlaient le vernaculaire avec leurs parents à la maison. Mais ceux-ci, ils sont des déracinés. D'abord, ils ne parlent pas leur langue à la maison et ils parlent tout le temps français. Et ce français est biaisé, tordu. Ils épluchent le français quotidiennement. Parce que si je dis qu'ils sont là à blesser la langue de Molière, c'est que c'est pas bien. Ils épluchent le français et c'est pas du tout bien. Et il faut ces réformes-là. Les réformes sont les bienvenues. Sont les bienvenues, sont à saluer et il faudrait continuer pour vraiment essayer de redresser la barre. Merci à vous. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, Larios Diagono, bonjour. Bonjour Nadège. Alors les écureuils du Bénin jouent ce soir contre l'Algérie. Ce sera du côté d'Alger, c'est bien ça? Oui, du stade Mustapha Tchaké de Blida. Et à partir de 9h45, les amoureux du Curon au Bénin auront les regards tournés vers Blida. Certains, les yeux rivés sur leur poste téléviseur et d'autres scotchés à leur poste radio vont vivre cette 9e confrontation entre les écureuils et les Fennecs de l'Algérie. Il faut rappeler simplement que le Bénin n'a jamais gagné l'Algérie en 8 confrontations par le passé. Et l'Algérie n'a jamais perdu sur ce terrain qui est considéré comme le stade fétiche des Fennecs qui, en 33 rencontres discutées, ont enregistré 28 victoires et 5 matchs nuls. Et ce co-leader, les deux équipes sont co-leader du groupe D des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 avec 4 points chacun. Béninois et Algériens vont se disputer alors le leadership de la pôle ce soir. Et à ce jeu, l'Algérie part avec la faveur des pronostics au regard de sa carte de visite impressionnante.
La séance de reconnaissance de l'équipe nationale, nous en parlons, voilà. Oui, les écureuils, après leur arrivée le mercredi dernier dans la capitale algérienne et leur camp de base à 30 minutes du stade, ont effectué hier, comme cela est de tradition, la séance de reconnaissance de l'aire de jeu dans une ambiance sereine. Suivez. Qui est tombé? Olive, t'es hier dans le match? Non, demain. Demain à 20h45. Manu, on dit quoi? Ça va? On est impatient. Au terme de la séance, le sélectionneur national Michel Dussuet a tenu un discours de guerrier à ses protégés, a invité ses protégés d'être solidaires parce que dès ce soir, ils seront seuls face à leur destin. La qualification, l'ambition de participer ou de faire qualifier le Bénin à une 4e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Suivez le technicien français. Demain, on sera tout seul. Le groupe, on sera tout seul. Donc la force, elle est ici. Avec le 11 entrant, avec les gens aussi qui sont sur le banc, même s'ils sont déçus d'être sur le banc au départ, ils sont derrière les coéquipiers, ils sont prêts à apporter chaque fois qu'ils se tiennent prêts à rentrer, à apporter un plus à l'équipe ou à soulager. Ils sont prêts à ça. Tout le monde se tient sur le point. Parce que c'est l'énergie, la dynamique, elle est ici. Il n'y aura pas à la prendre. 32 matchs officiels, 28 victoires, 4 nuls. Ici à Blida. Et si c'était nous, les gars? Hein? Si c'était nous qui faisions tomber la première fois cette équipe d'Algérie à Blida. En tout cas, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient, mais moi j'y crois. Et moi je suis persuadé que vous, dans votre tête aussi, vous y croyez. On sait que ce sera dur, on sait qu'il faudra lutter, on sait qu'il faudra s'accrocher, on sait qu'il faudra être concentré, maximal, on sait que ça va courir, que le ballon va aller vite, mais qu'on aura tellement de générosité et tellement aussi d'agressivité, de saine agressivité, quoi, pour bousculer cette équipe, qu'on peut y arriver, quoi. Et on va le faire. Ok? Nous allons retourner à présent sur l'interview que le technicien a accordée aux médias officiels de l'équipe nationale Narcisse Alossé avant de rallier la capitale algérienne le mercredi dernier. Le technicien explique ses choix, surtout l'appel de pied lancé par le franco-béninois Jonathan Ligali n'a pas été occulté lors de cette entrevue entre le média officiel et le sélectionneur national. J'aurais pu prendre un gardien supplémentaire, mais je pense que à tout moment, il y a des gardiens qui sont disponibles, qui peuvent vite nous rejoindre. Les cas de blessure quand même chez les gardiens, je croise les doigts, sont assez rares. Donc c'était pas je vais pas juger que c'était primordial en tout cas d'avoir 3 gardiens. Vous attendez qu'il y ait une blessure avant d'appeler un 3e? Oui, ça peut être le cas. Si demain on a un problème avec un gardien, on a des gardiens remplaçants qui sont dans leur club et qui peuvent vite nous rejoindre. Voilà. Par rapport à la qualité
des joueurs appelés. Pourquoi avoir appelé un joueur de la CFA? Il y a peut-être de la valeur, mais moi je vois pas. Il n'y a pas de championnat depuis un an, presque. Donc les joueurs ne sont pas en situation, en tout cas, d'être compétitifs. Aujourd'hui, il s'agit de jouer des matchs de haut niveau. Et j'appelle des joueurs qui sont dans des conditions de compétition, des conditions d'entraînement. Sedou Barazé est un joueur qui a évolué régulièrement depuis le début de la saison, il est titulaire dans son club. Au même titre que Cécile Almeida et que Mama Sebou, qui eux aussi jouent en 4e division. Après, ce sont les joueurs béninois que nous avons et qui aussi sont là. Sedou est un ancien international, donc c'est aussi des joueurs qui ont un petit capital d'expérience et comme ils sont performants en ce moment dans leur club, en tout cas qui sont dans les bonnes conditions, qui ont du temps de jeu, ils peuvent nous aider. Voilà, on va parler maintenant de l'adversaire. Vous avez eu des propos dans la presse la semaine dernière. Vous redoutez l'Algérie? Je respecte toutes les équipes. On sait que l'Algérie a un des plus beaux effectifs, avec des joueurs de très haut niveau. Donc on se doit quand même de respecter ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on craint l'adversaire. On est là avec nos armes. On va tout faire en tout cas pour leur poser des problèmes, que ce soit à Blida et que ce soit à Cotonou. Voilà, le potentiel offensif côté algérien est impressionnant. On cite surtout 3 joueurs, Fegoli, Brahimi et puis Marez. Vous avez des plans anti ces joueurs-là? Bien sûr qu'on tient compte des caractéristiques et des points forts de ces joueurs pour essayer de leur poser des problèmes et essayer d'empêcher qu'ils s'expriment pleinement. Il y a des joueurs de talent, il y a aussi Rachid Kezal qui est là, il y a Slimani, il y a Bouleja, il y a du talent en face, ce sont des joueurs qui sont capables de faire la différence à tout moment. À nous à être très concentrés et très disciplinés sur le terrain. Justement, très discipliné, vous parlez là de choix tactiques. Vous reconduisez le choix tactique vu à Lomé ou il y aura un changement? Vous savez, je ne communique pas sur ça, ni sur mon équipe, ni sur mon plan de jeu avant le match. J'essaierai de réserver des surprises à l'adversaire. Un mot sur l'adversaire, vous avez les dernières informations par rapport à l'Algérie? J'ai les informations par rapport à l'effectif, à la liste, au talent des joueurs. Après, on verra un petit peu ce qui nous réserve. On peut faire différentes compositions d'équipe parce qu'il y a du talent, mais globalement, on connaît cette équipe d'Algérie et on connaît son organisation a priori. Maintenant, peut-être que Belmadi a quelque chose d'autre en tête, mais nous, on se prépare à toutes les éventualités. Tout match a un objectif. Vous en avez un de particulier pour ce match? Tous les matchs, on les joue pour les gagner à la base. Après, on sait qu'à Blida, ce sera difficile parce qu'ils jouent sur leur terrain, avec un public qui, je pense, répondra présent aussi, avec une grosse ambiance. Et donc, il faudra qu'on soit très fort mentalement pour contrecarrer cette équipe. Mais après, on a bien sûr qu'on a l'objectif de se qualifier, on a ça en tête et ça passe aussi par ces 2 matchs contre l'Algérie. On a bien sûr l'objectif de leur poser des problèmes et de récolter des points. Ça fera aussi peut-être la différence, même si je considère que les matchs peut-être les plus importants sont ceux qu'on livre contre nos adversaires directs pour la 2e place que sont le Togo et la Gambie. Mais l'équipe aussi qui prendra le plus de points contre l'Algérie sera... Togo-Gambie, une autre affiche de ces éliminatoires? Oui, toujours dans le groupe D des éliminatoires, le même groupe que celui de l'Algérie et du Bénin. Les éperviers du Togo accueillent au stade municipal de Lomé les Scorpions de la Gambie qui comptent le même nombre de points avec les éperviers, 1 point chacun, qui partagent, je peux le dire, la dernière place de ce groupe D. Et les Togolais n'ont pas droit à l'erreur ce soir s'ils veulent survivre dans cette compétition ou dans ce tournoi qualificatif pour la phase finale de la CAN Cameroun 2019. Et sur le continent également, il y a le pays organisateur Cameroun qui est d'office qualifié pour sa CAN, qui rencontre le Malawi, et l'Angola rencontre la Mauritanie, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas droit à l'erreur face
au Soudan du Sud parce que le Gabon ne compte, après 2 journées, ne compte qu'un seul point. Et le Cap-Vert va affronter la Tanzanie, la Guinée-Conakry va jouer le Rwanda à domicile, la Côte d'Ivoire rencontre la Centrafrique, l'Égypte rencontre Eswatini, l'ancien et nouveau nom du Swaziland depuis le 9 avril 2018. Il faut dire simplement que le Swaziland portait déjà ce nom, Eswatini, avant la colonisation. Et Burundi et Mali est la dernière affiche de ce vendredi pour le compte de ces éliminatoires. Mais hier déjà, le Congo-Brazzaville a battu le Libéria 3-1. C'est une première victoire pour les Congolais dans une confrontation directe face aux hommes de Mr. George Weah, le seul ballon d'or africain. L'Éthiopie a fait match nul avec le Kenya le mercredi, 0 but partout, et tandis que la Zambie a gagné la Guinée-Bissau 2-1. Merci à vous, Lagos Adjagbedo. C'était donc les sports sur Frimaté. Dans la grande édition, vous aurez droit à tous les développements sportifs. Donc, merci. Mais il faut préciser que au-delà de l'enjeu sportif qui constitue cette rencontre entre l'Algérie et le Bénin, il y a également une connotation historique parce que Brida fait partie des villes qui ont accueilli l'héros national, si on peut le roi Béhanzin, bon, Aïdjere, à Hossou, Bouélé, le farouche opposant à la colonisation du Dahomey par la France. Tout ça n'ébranle pas les Algériens. Vous pouvez dire que Béhanzin, tout ce que vous voulez, il faut jouer pour gagner. C'est pour cela que je dis que ça a une connotation historique. Historique, si le Bénin réussit à tenir en échec déjà l'Algérie sur cette terre, parce que ce sera la première fois, si le Bénin réussit à créer l'espoir en remportant cette opposition à Blida, c'est la sensation, c'est que c'est le Bénin qui sera la première nation à faire chuter l'Algérie chez elle. Donc, tout ça là, accompagné, ajouté à ce fait historique, le séjour de notre héros national, le roi Béhanzin, sur cette terre, peut motiver davantage nos vaillants écureuils, dont le nom suscite beaucoup de débats ici depuis le mardi dernier. Merci à vous, Lagos Adjagbedo. De toutes les façons, nous sommes de cœur avec nos chers amis, les écureuils qui représentent valablement notre pays. Nous passons à l'horoscope du jour sur Frimatin. Amis internautes, chez les amis béliers, pour le compte de cette journée, vous serez poussés à prendre des initiatives hardies, mais attention aux actions engagées à la hâte. Ceux qui s'avancent trop précipitamment reculeront encore plus vite qu'ils ne le pensent. Amis taureaux, à présent, à vous les activités à partager avec vos copains, vos amis et vos proches. Du sport, du cinéma et pourquoi pas une escapade si votre cœur le dit. Pour les amis gémeaux, vous serez en mesure de déjouer les intrigues très élaborées grâce à votre pouvoir de voir les choses au-delà de leur apparence. Chez les amis cancer, très jovial, très sociable, vous animerez comme personne les conversations fades aujourd'hui. Vous refuserez absolument de voir la vie autrement que sous les couleurs éclatantes. Pour les amis lignons, au travail, ne soyez pas de mauvaise humeur, chers amis lignons. À force de roncher, de contester, de voir ou d'agresser vos collègues, vous allez finir par mettre tout le monde à votre dos. Pour les amis vierges, vos rapports avec les autres seront excellents aujourd'hui. Vous pourrez nouer d'agréables contacts avec qui vous voulez, ne changer ni vos programmes de cette journée. Pour les amis balance, sur le plan financier, chers amis balance, vous ne serez pas du tout disposés à suivre les conseils de présence de vos proches. Il le faudra pourtant. Si vous vous laissez aller à multiplier des dépenses inutiles, vous pourriez avoir de gros soucis un peu plus tard. Chez les scorpions, dans le monde professionnel, amis scorpions, vous serez appréciés pour vos idées originales. Mais il faudra éviter de vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Pour les amis sagittaires,
Limitez au maximum les risques financiers en maîtrisant les envies d'achat et en refusant les opérations très risquées. Amis Capricorne, vous renforcerez le pouvoir que vous exercez sur vos proches aujourd'hui. Avec vos enfants toutefois, évitez de vous montrer trop possessible. Favorisez plutôt les rapports de complicité avec eux. Amis Verseau, évitez de gaspiller votre énergie aujourd'hui. Ce bouillonnement de dynamisme qui vous habite en ce moment, vous saurez le canaliser pour en faire une âme redoutable un peu plus tard. Pour les amis Poissons, pour mettre un point à la prévision de ce jour, une belle journée pour intensifier le contact avec les autres. Les conversations vous stimuleront. Tout ce que vous entreprendrez aujourd'hui avec vos proches seront profitables. Mesdames et messieurs, amis internautes, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes sur Eusari TV. Merci à vous Ruth Odeji pour la présentation de ces prévisions astrologiques. Agréable week-end à tous et à toutes. Restez fidèles à le programme du soir.